Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Dorido. Le gouvernement a-t-il raison de soutenir la proposition de loi anti-squat ? On vous pose cette question, Félix Mathieu, car l'Assemblée nationale débarre l'examen de ce texte assez sensible. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a des squatters à la maison. Comment lutter contre les squats de maison ? Ils ont changé les serrures. Il y a une proposition de loi. Le but, c'est de durcir la peine pour les squatteurs. Multiplier par 3 ces sanctions, que ce soit les amendes ou les peines de prison, à faciliter aussi les procédures d'expulsion. Sauf que cette proposition de loi, elle fait pas l'unanimité, elle inquiète les associations de droit au logement. Les associations disent que l'abbé Pierre se retournerait dans sa tombe. Effectivement, dans la loi, une des mesures est la résiliation automatique du bail quand le loyer n'est pas payé. J'ai toujours payé mes impôts, alors vous avez intérêt à me les sortir à coups de pompe dans le cul. On a des cas dramatiques qui nous sont révélés tous les jours de personnes qui sont à la retraite. Donc c'est quasiment le seul niveau de revenu qu'ils puissent avoir. Ils font comment ? On ne choisit pas toujours de ne pas payer un loyer. Ça n'est pas aux petits propriétaires de payer pour la difficulté à se loger d'une partie des Français. Le gouvernement a-t-il raison de soutenir la proposition de loi anti-squat, Félix Mathieu ? Oui, objectif, tripler les sanctions encourues par les squatteurs, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour les squatteurs. C'est l'objectif. Actuellement, un squatteur risque 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, mais le propriétaire qui changerait la serrure risque, lui, 3 fois plus, 3 ans et 45 000 euros, déplore le rapporteur du texte, Guillaume Casbarian, député Renaissance d'Eure-et-Loir, président de la commission des affaires économiques. Alors, sa proposition de loi prévoit la même peine pour ceux qui se font passer pour un propriétaire dans le but de louer un bien. Elle étend aussi le délit d'introduction dans le domicile aux résidences secondaires. Elle autorise la procédure d'expulsion express sans recours à un juge, même désormais pour les logements vacants sans aucun meuble dedans. Autre mesure, le texte réduit la procédure judiciaire, limite les possibilités pour les juges d'accorder des délais au seul cas où le locataire en aurait fait la demande. La proposition de loi veut aussi conforter les bailleurs face aux impayés, et là aussi en raccourcissant les procédures. Proposition de loi qui devrait pouvoir compter sur le soutien d'LR et du RN. La chef des députés LR, Annie Genevard, a même fait adopter un amendement pour assimiler le squat à du vol. Au contraire, la gauche et les associations y voient une loi pour fabriquer des SDF, dixit l'insoumise Danielle Simonet. L'association Droit au logement d'ailleurs a manifesté hier. Elle recommence tout à l'heure à 18h. La Fondation Abbé Pierre aussi dit redouter les possibles expulsions en 48 heures de squatteurs occupant des logements vacants. Criminalisation des précaires, renchérit de son côté Attaque. En tout cas, à l'Assemblée nationale, les débats doivent débuter ce soir et durer jusqu'en milieu de semaine. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et notre invité pour en parler, Alain Gaulon, est avec nous, secrétaire confédéral de la Confédération nationale du logement. Bonsoir. 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 Tour de table déjà avec Philippe Bilger. Est-ce qu'il faut durcir ces mesures ? J'allais critiquer cette perversion française qui consiste en permanence à augmenter les peines, Ouais. alors que les procédures ne sont même pas appliquées. Mais après la synthèse qu'a faite Félix, je reconnais que cette proposition de loi contient des choses très intéressantes. D'abord, création de nouveaux délits qui ne sont pas inutiles, évidemment assortis de sanctions qui vont avec. Deuxième élément, ce qui me touche le plus, c'est l'accélération des procédures judiciaires. Parce que depuis quelques mois, voire 1 an, on a constaté une multitude de squatters et ça n'allait pas plus vite. Donc je dirais que globalement, sans le connaître en détail, malgré l'excellent exposé de notre ami, je pense qu'il est tout de même assez valable, assez pertinent. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, Félix, LR s'est adjoint à cette proposition de Renaissance. Absolument. Caroline Pilastre. Sans hésitation, mais avant de parler de durcir les sanctions, j'aimerais également qu'on applique les lois. Il y a énormément de drames concernant les squats. Beaucoup de petits propriétaires ou de personnes ayant les moyens, ayant acquis des biens principaux ou secondaires, doivent subir durant des années les procédures. Vous en avez qui se suicident. Ils retrouvent leurs biens dans des états qui sont lamentables, vandalisés, saccagés. Alors oui, il y a une pénurie de logements, mais ça n'est pas aux propriétaires de prendre en charge, devoir pâtir de cette situation. Ce sont aux préfets, ce sont aux municipalités et à l'État de répondre à la difficulté
que certains vivent. Alors non, je ne suis pas pour le squat de qui que ce soit, parce que c'est voler le bien d'autrui. Eh ben, vous allez dans ce sens aussi, Jean Dorido. Oui, effectivement, enfin, ça semble quand même être une bonne chose. On a tous en mémoire ces faits divers récents de personnes, parfois des petites gens, on imagine parfois les propriétaires ultra fortunés. C'est pas du tout le cas, on a des personnes très modestes. Ces personnes âgées qui vivaient dans leur minibus en face. Exactement, donc ça semble être une bonne chose. Après, c'est un fait aussi que la crise du logement en France, c'est pas nouveau, ça fait 50 ans que ça dure, et c'est vrai que c'est étonnant de ne pas tellement progresser finalement dans le sens que tout le monde puisse avoir un toit. Quand même, en France, on a notre invité va en parler. Ben oui, parce que c'est maintenant c'est un droit opposable à l'État. C'est-à-dire que l'État a obligation de vous loger. Alors là, pour le coup, je ne sais pas quels sont le nombre de procédures en cours, mais je n'ai aucune connaissance de personnes qui ont obtenu un logement en faisant valoir ce droit. Donc il y a quand même un problème, et j'aimerais savoir ce que le gouvernement prévoit sur ce problème quand même de crise du logement et puis de coût du logement. On a quand même, notamment à Paris, en région parisienne. C'est le premier poste budgétaire des Français, et c'est un vrai problème dans les grandes villes. C'est beaucoup trop cher de se loger, quoi. Et quand vous n'êtes pas dans les grilles du logement social, et à peine finalement au-dessus, alors là vous êtes vraiment lésé avec un grand B, si j'ose dire. C'est ça. Avec Alain Golon qui est avec nous, vous êtes contre cette proposition finalement anti-squat? Alors on est résolument contre. Effectivement, on considère cette proposition de loi comme indigne. Elle est d'autant plus indigne de venir aujourd'hui, alors que la trêve hivernale a commencé depuis un mois, et elle est indigne parce que on mélange un peu beaucoup de choses. Déjà, la loi, elle a deux parties. Elle a une partie sur le squat, purement le squat effectivement, et puis une partie sur les locataires qui ont eu une résiliation de bail. Il ne faut pas considérer les choses de la même manière. C'est vrai, absolument. Le squat, c'est un débat qu'il faut avoir de fond, effectivement, la légitimité de squatter ou pas un logement, la propriété privée de quelqu'un d'autre. Moi, je voudrais vous dire que, et c'est Emmanuel Vargon qui l'a dit d'ailleurs, qu'on parle, je crois que c'était l'année dernière, on parlait à peu près de 200 cas de squat, qui est quand même quelque chose de très minoritaire sur le parc privé, et que c'est la plupart des dossiers qui ont été résolus. Je ne nie pas le squat et la problématique du squat, bien entendu, mais ça pose aussi la question de qui vient squatter. Est-ce qu'on est effectivement dans du squat professionnel, comme j'ai pu le lire ou l'entendre dire, ou alors des personnes qui, malheureusement, ne trouvent pas de logement et qui ont l'opportunité de pouvoir occuper un espace vacant? Il faut quand même différencier effectivement les cas de figure et les accidents d'avis. Moi, on a eu un exemple, nous, par exemple, dans le Val-de-Marne, parce que je suis aussi président de CNL du Val-de-Marne, où j'avais une infirmière avec 2 enfants, qui est pourtant infirmière, donc qui a priori avait quand même un salaire décent, si j'ose dire, quoi qu'on peut relativiser ces derniers temps, mais en tout cas qui avait un salaire décent, et qui n'arrivait pas à se loger, et qui a eu l'opportunité de squatter un logement. Elle l'a squatté non pas parce qu'elle avait l'envie de squatter, l'envie de déranger la propriété privée de quelqu'un, mais qu'elle avait besoin d'avoir un toit pour ses enfants et pour elle-même. Oui, mais donc, vous comprenez bien, Alain Golon, qu'on ne peut pas demander aux propriétaires d'être récipiendaires de toute la misère humaine. Et à un moment donné, c'est à l'État comment on peut pas demander aux locataires d'être aussi le récipiendaire de la responsabilité? Et là, c'est bien un des propos que je rejoins de l'ensemble de la table, c'est que c'est à l'État à un moment de prendre ses responsabilités par rapport au mal logement, et que c'est ni aux propriétaires, ni aux locataires, ni aux personnes qui cherchent un logement de devoir payer les conséquences de ça. Mais il y a certains propriétaires qui accepteraient de prêter leur appartement et d'être dédommagés par l'État. Hein. Mais sans doute. Et en plus, je tiens quand même à souligner, parce que ça n'a pas été dit, on parle effectivement, et à juste titre encore une fois, qu'il y a du petit propriétaire retraité, généralement rentier d'un seul logement, et qui a besoin pour vivre au-delà de sa retraite, effectivement, de ce loyer qui vient. Mais je tiens à rappeler, c'est l'INSEE qui l'a dit, donc on ne peut pas les accuser de partialité, mais enfin j'ose le croire. C'est que l'INSEE a quand même dit que 3% des propriétaires possédaient à peu près la moitié du parc privé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une concentration aussi du parc privé chez les multipropriétaires qui fait qu'il faut aussi relativiser cette capacité de squat et les problématiques que rencontrent des petits propriétaires. Et je voudrais finir, parce que j'avais dit qu'il y avait 2 choses sur la loi.
parce que la deuxième partie de la loi concerne, eux, les locataires qui ont en dette de loyer. On ne peut pas considérer qu'ils sont des squatteurs, puisqu'ils ont eu effectivement un logement avec un bail, dûment, etc., et qui, malheureusement, par des accidents de la vie, en très très grande majorité, malheureusement, parce qu'il y a une perte de salaire, une perte d'autonomie, etc., se retrouvent en difficulté pour payer leur loyer, donc des dettes de loyer. Pourquoi les considérer comme des criminels? Pourquoi les considérer comme faisant partie de gens qui vont voler la propriété privée? À un moment donné, on est en train de criminaliser toute une partie de la population qui n'a rien demandé que de survivre. Et je tiens à rappeler que 2023 va être compliqué, avec les factures d'électricité et de gaz qui vont augmenter de 15%, les charges qui vont augmenter de moyenne de 30%, les loyers qui vont augmenter de 3,5%, 3,6%. Je pense que ça fait beaucoup de criminaliser les gens qui n'ont qui ne demandent que d'avoir un toit et de pouvoir le payer. Une réaction de Jean Dorido. Une réaction, c'est comme toujours, c'est le plus petit nombre, c'est le plus grand nombre qui paye pour le plus petit nombre. Moi, je bois vos paroles vraiment, et puis je trouve que la CNL fait un job super pour défendre les locataires. Maintenant, c'est un fait. Ce que je vous entends dire sur les retards de loyer, c'est vrai, il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin, c'est la majorité des cas, et en même temps, vous avez des propriétaires sincères et honnêtes et de bonne foi qui vous disent que parfois ils tombent sur des non-payeurs professionnels et ils s'arrachent les cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes un locataire honnête, vous c'est la croix et la bannière pour trouver un logement parce que personne ne vous fait confiance, tellement ils ont peur de tomber sur un mauvais payeur. Et en même temps, oui, c'est un fait, la majorité des locataires payent leur loyer. C'est comme le vol dans les supermarchés. En fait, on paye pour la poignée de personnes qui volent dans les rayons. C'est une minorité, mais c'est à cause de ces gens-là qu'on fait des lois plus strictes. Est-ce qu'à votre avis, l'erreur n'a pas été, vous l'avez un peu dit dans votre première réponse, de mêler deux choses qui n'ont pas véritablement de lien entre elles? Sur les squatteurs, je pense qu'il peut y avoir un large consensus. Sur le reste, peut-être, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'abuser avec le terme criminaliser? C'est une question, ça n'est pas une affirmation. Ah, mais moi, j'assume parfaitement en termes de criminalisation. Je rappelle que l'article 1 de la loi dit bien que c'est un vol. On est en train que ce soit le squat, et généralement quelqu'un qui n'a pas de bail, ou quelqu'un qui a aussi une résiliation de bail, est un voleur. On est en train de criminaliser les gens, quelle que soit la catégorie qui vous choque. C'était occupant sans droit ni titre, et là maintenant ça devient du vol. La définition. Mais oui, occupant sans droit ni titre, à partir du moment où votre bail est résilié, vous êtes occupant sans droit ni titre, donc vous êtes un voleur. L'article 1 est explicite en ce sens, donc c'est bien une criminalisation de l'ensemble d'une population qui n'a rien demandé. Donc effectivement, cette loi est indigne, elle est même scélérate. Et je maintiens qu'effectivement, il faut la retirer et qu'il y a des choses plus importantes à faire dans ce pays par rapport au logement, ne serait-ce que d'avoir une ambition un peu plus grande pour la rénovation énergétique des 7 millions de logements dans du parc privé qui sont en insalubrité énergétique. C'est aussi, pourquoi pas, de mettre en place une sécurité sociale du logement qui permettrait de sécuriser tant le locataire que le propriétaire en faisant une caisse à l'instar de la sécurité sociale où elle serait abondée autant par les propriétaires que par les locataires via les dépôts de garantie et leur mutualisation sur un compte bloqué. Les solutions existent, oui, l'argent existe, sauf qu'on le... Eh ben oui, mais l'argent existe et les solutions existent, sauf qu'elles ne sont pas prises parce qu'il n'y a aucune volonté politique du gouvernement, parce que je reviens aussi sur la responsabilité du gouvernement, d'avoir une politique par rapport aux locataires et par rapport aux mais Alain Golan, c'est pas d'hier, c'est pas d'hier, parce que ça met du temps à se mettre en place. On a un auditeur, si vous permettez, 0826 300 300. Caroline, on vous prend dans un instant. Pierre, qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Écoutez, je voudrais juste partager mon avis. Enfin, je pense que le monsieur qui intervient à l'instant, il a raison dans le sens où, lorsqu'on perd un loyer, ce n'est pas une perte, c'est un manque à gagner. Parce que vous ne vendez rien, vous ne perdez pas de marchandises, vous perdez du temps, c'est tout. Puisqu'automatiquement, au départ, le bien, vous l'avez, et lorsque le locataire s'en va, vous l'avez toujours. Donc, en effet, sur ce point, je suis d'accord. Par contre, là où je mais parfois, dans quel état? Oui, alors, voilà. Ouais. Alors, déjà, c'est là où est le vrai problème, c'est que souvent, lorsque vous avez un locataire qui part sans payer, non seulement il part, bien sûr, il vous doit des sous, mais en plus, il démolit l'appartement. Ouais. Et c'est là où je me dis, à un moment donné, il faut que là, on sévisse. Parce que nous, derrière, avec ces 1 mois de loyer de caution que l'on a aujourd'hui, alors qu'avant, c'était 2 mois, on ne peut pas se retourner. Et là, personne n'est insolvable. Et alors, même j'ai
vais vous dire mieux. Lorsque vous les mettez au tribunal, pour peu qu'ils changent d'adresse et qu'ils changent de département, ben vous êtes obligé de relancer une procédure dans un nouveau département parce que ce n'est pas la même juridiction. Et c'est pour ça que là, à un moment donné, il faut qu'on en attrape toutes ces espèces de voyous, excusez-moi du peu, qui profitent du système pour abuser et réabuser de ces pauvres gens qui, comme vous l'avez très bien dit, beaucoup de gens sont propriétaires, peu de gens sont propriétaires d'un gros nombre de biens, mais par contre, le petit propriétaire qui a un seul logement et qui le met en location, lui, il perd tout. Oui, mais en même temps, quand vous êtes propriétaire, que vous avez mis de l'argent dans des loyers, il y a un moment donné, vous avez le droit de le récupérer. Moi, je les mets pas au même niveau, mais un propriétaire, ça reste un propriétaire. Il a des frais, il engage des choses. On peut pas dire, bah vous avez beaucoup d'appartements, donc vous pouvez être squatté. Philippe Bilger. Oui, mais moi, je dis que, comme Monsieur Gollon l'a indiqué, qu'il n'aurait pas fallu mêler deux domaines radicalement différents, mais je serais moins sévère pour ceux qui occupent un logement sans titre ou qui, dans la mesure où c'est une, comment dirais-je, c'est une indélicatesse et criminaliser, on ne criminalise pas que la misère, on criminalise peut-être des comportements qui sont de mauvaise foi. C'est ça qui me perturbe. Caroline Pilastre. J'entends ce qu'on dit sur la précarité de certains locataires. Et bien évidemment, je ne peux qu'adhérer, il faut trouver des solutions. Mais moi, je serai toujours du côté des propriétaires dans cette histoire. Qu'on ait les moyens ou non, c'est un bien qu'on a acquis. Souvent, ce sont les économies de toute une vie. Ça s'appelle du vol. Vous n'allez pas dans un magasin vous servir et partir en disant, bah écoutez, moi j'ai plus d'argent sur mon compte, donc je fais ce que je veux. Il y a un moment donné, on marche sur la tête dans cette société et le phénomène des squats explose. C'est pour ça que la majorité est obligée de prendre des solutions pérennes. Parce que vous savez ce qui va se passer, c'est déjà le cas, c'est la loi du talion. C'est-à-dire que les gens en ont tellement marre d'attendre des mois, des années, certains se foutent en l'air trivialement, vraiment se suicident, ça gâche la vie de beaucoup de personnes qui ne sont responsables de rien concernant cette crise du logement. Eh bien, ils vont arriver aux mains, comme on a vu dernièrement, des enfants, de grands-parents, de personnes retraitées qui ne pouvaient plus rentrer, et que ce soit un bien principal ou secondaire, ça n'est pas une raison une fois de plus. Merci en tout cas Alain Gollon d'avoir été avec nous, secrétaire confédéral de la Confédération nationale du logement. Comme quoi, il faut poser ce sujet, réfléchir et anticiper les choses. Et malheureusement, ça n'est pas vraiment le cas. Et merci à Pierre de nous avoir appelé de Toulouse. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le mot du jour, c'est un coup de gueule plutôt aujourd'hui. Un coup de gueule, oui, sur les affrontements après Belgique-Maroc. Il n'y en a pas eu qu'à Bruxelles, il y en a eu ailleurs, et y compris aux Pays-Bas par exemple, et aucun média français ou presque n'en a parlé. Ah oui, nous on va en parler avec vous dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vrais Bois jusqu'à 20h.